Moi, j'aimerais bien qu'ils se radicalisent. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je pense qu'ils jouent à la révolution. C'est ça ce qui nous différencie avec eux, c'est qu'il y a c'est l'affaire de Rank. Mmh. Qui m'a valu, des qualificatifs de rouge-brun qui vont être, évidemment, apaisés à la suite de cet entretien. Mais, heu, vous avez un vous avez en fait des gens qui sont complètement insérés dans le système, qui sont complètement installés dans le système et c'est pas un procès personnel que je lui fais, Mélenchon, sénateur depuis qu'il a 30 ans, enfin et qui, vivent des prébendes de ce système. Des gens qui ont été, sociaux-démocrates, puis un peu plus radicaux, puis un peu moins radicaux, pro-Union européenne, contre l'Union européenne, bon bref, qui, vous voyez, naviguent de façon à subsister dans ce système. Et ils génèrent des petits, qui eux-mêmes, dès 25 ans, même 20 ans, deviennent assistants parlementaires, et ne savent faire que ça. OK. Donc en fait, c'est des bourgeois. C'est des bourgeois qui dépendent de leur capacité à se maintenir, au pouvoir et à accéder au pouvoir à tout prix. Et donc à faire croire qu'ils sont la seule façon pour les personnes qu'ils représentent, d'être défendus et d'accéder à ce pouvoir. Donc par définition, c'est des tartuffes. Pas parce qu'individuellement ce seraient des mauvaises personnes, mais parce que structurellement, leur position sociale les transforme en tartuffes. Ces gens-là renoncent à, une proposition politique qui soit cohérente, notamment avec, le discours républicain, anti-européen, anti-impérialiste, de Jean-Luc Mélenchon. Pour une souveraineté, en réalité, qui lui a permis de toucher à beaucoup de gens, y compris, loin de son bord politique. Et donc il doit se reconvertir, idéologiquement. Et surtout, il doit garder, une capacité à faire monopole sur son propre espace, idéologique, sur sa propre clientèle électorale. Et alors, bah, le moins révolutionnaire on est, le plus on doit prétendre l'être. Sauf que les discours produisent un effet sur le réel, et qu'il y a des gens qui y croient. Et ces gens-là, eux, ne voient pas le calcul politique cynique. Et donc ils adhèrent, et ils se laissent emporter dans cette dynamique-là. Et c'est, à un moment donné, Jean-Luc Mélenchon qui, va à la rencontre de la jeune garde et qui leur dit, «Allez-y». Moi, je suis venu sur ce fauteuil, je sais pas si c'était le même à l'époque, mais, j'étais en train de triturer ces petits boutons. Les gens pourront le retrouver, c'était à la fin de l'entretien précédent. J'ai fini l'entretien en prévenant, parce que je savais que c'était eux principalement qui m'écouteraient sur cette chaîne, les identitaires lyonnais, heu, de l'inanité de la confrontation qui était en train d'être mise en œuvre avec les antifas sur ce territoire. Et je le disais évidemment aux antifas, qui m'écoutaient, mais aussi à ces identitaires en m'adressant en disant d'arrêter, parce que ça n'allait nulle part. Jean-Luc Mélenchon, il a fait l'exact inverse. Alors qu'il fait partie d'une force de gouvernement qui est financée, subventionnée et qui a pour vocation à exercer, une autorité politique sur l'ensemble du territoire. Alors qu'il a, des relais au sein des institutions, des députés élus, des, membres de conseils municipaux, régionaux, départementaux, notamment à Lyon où il y a une majorité de gauche, quand bien même la FI, n'en fasse pas immédiatement partie. Et que donc la régulation de la violence devrait passer par, les échanges avec les préfets, les prises de parole publiques, les délibérations, dans chacune de ces, institutions. Il va voir la jeune garde et il leur dit: «Continuez. Continuez à mener des batailles de rue, vous qui êtes des gamins de 20 ans, moi qui, du haut de mes 75 ans, qui est le futur président de la République, qui est le grand gardien de la révolution qui vient, je vous dis, vous êtes notre avant-garde. Vous allez aller les fracasser». Non seulement il fait ça, mais il il organise une alliance formelle, formalisée, entre la jeune garde et la France insoumise. Donc il se rend aux universités d'été. Il fait élire Raphaël Arnaud, le principal responsable de la jeune garde, dans le Vaucluse, à Avignon, là où il est certain qu'il sera élu. Parce qu'il veut en faire une figure représentative de son mouvement. Et il veut, en réalité, polariser sur la question du fascisme, antifascisme, parce qu'il sait que c'est sa seule chance d'écraser tout ce qui lui reste de concurrents à gauche. Il a besoin de son mal. Or, Jean-Luc Mélenchon, c'est comme moi, que si Bardella arrive au pouvoir, ce sera du Macron délavé. Il sait très bien
que la fiction de l'extrême droite, telle que représentée par le RN en France, n'existe pas. Mais il sait très bien qu'il a besoin de cette fiction pour polariser son électorat et le faire se mobiliser, quitte pour cela à s'allier à l'extrême centre, comme ils l'ont fait en 2024, avec cette, dynamique délétère qui était liée, à notamment alimentée par Quotidien et cetera, sur, le fait de restreindre l'accès aux 500 principales fonctions de la République aux binationaux, à ceux qui n'étaient pas binationaux, en considérant qu'il y a des problèmes d'allégeance et cetera. Qui est une mesure en réalité qui s'applique dans de très nombreux pays, qui n'ont rien de fasciste, qui est portée par des forces politiques parfaitement normales. Et alors Gabriel Attal et à l'époque Manuel Bompard vont s'allier pour démoniser le RN et pour en faire un danger. Et je me souviens encore d'extraits d'une jeune femme pleurant dans je ne sais pas quelle émission, parce que, étant d'origine marocaine, elle se sentait stigmatisée par cette proposition, et cetera. Bon, bref, le grand guignol politique, enfin, je suis binational. Si je devais renoncer à ma nationalité espagnole pour pouvoir exercer des fonctions au sein de la France, je le ferais en sachant que ça serait naturel et normal qu'on me demande de s'assurer que je n'ai pas d'allégeance à l'égard du pays d'origine ou que celui-ci n'ait pas de moyen de pression à mon égard. Ok, ça me semble au-delà du réel qu'on en ait fait un sujet identitaire. Donc il n'arrête pas de cliver artificiellement sur ces questions-là, dans le but de se renforcer. Et donc Raphaël Arnaud lui permet de dialectiser et de continuer à alimenter cette, pseudo-menace que par ailleurs, des intellectuels comme Johan Chapoutot, renforcent. Ce qui, en fait, en réalité, ne finit que renforcer l'ennemi oligarchique que j'avais identifié au début de cet entretien. Donc en gros, c'est les années 30. Qu'importe que, il y a plus personne qui ait tenu une arme en France, depuis 50 ans, qu'il y ait pas de corps franc, qu'il y ait aucune forme de violence politique, continue à l'échelle du territoire et qu'on soit à 1000 kilomètres, quand bien même les identitaires et les pauvres gamins de l'Action française qui, doivent galérer pour, réunir, 30 personnes dans leurs réunions, régulières, soient très loin de ce que pouvait être une structure comme le parti nazi, heu et ainsi de suite. Qu'importe que tout cela soit en fait des raccourcis grossiers pour se faire peur et du coup, mobiliser. On le fait élire, il arrive à l'Assemblée et là, évidemment, à un moment donné, la polarisation, heu, générée artificiellement par ces entrepreneurs idéologiques de gauche, mais aussi, pardonnez-moi, ces profonds ennemis idéologiques, à mon sens, c'est probablement pas votre cas, mais que sont némésis parce que pour moi, justement, ils instrumentalisent les questions identitaires de façon grossière, avec une stupidité déconcertante, mais vraiment déconcertante et dangereuse du fait de cette stupidité, qui arrive par je ne sais quelle voie à convaincre des gamins de se mettre en danger pour les défendre dans leur, heu, happening politique, stupide en marge de cette conférence de Rima Hassan, avec une polarisation autour de la Palestine, sur laquelle il faudrait revenir par ailleurs parce qu'elle est vraiment indécente, à tout niveau et et d'ailleurs qui m'affecte indirectement. C'est je suis un des 12 avocats dans le monde qui défendent des victimes palestiniennes à la Cour pénale internationale et j'ai quand même droit tous les jours à des commentaires de trolls mélenchonistes qui disent, «Tu t'es jamais prononcé sur la Palestine, nous on est, courageux» et cetera. Alors que tout ce qu'ils font, c'est de l'affichage sur ces Mmh. questions, c'est-à-dire qu'il y a une instrumentalisation identitaire qui est insupportable. Et pardonnez-moi l'incise, j'évince Rima Hassan de cette instrumentalisation parce qu'elle, au moins, a cette légitimité qui est de provenir de cette ère-là et d'avoir un enjeu personnel à cet égard. Donc elle est légitime, elle, à être dans l'outrance même la plus absolue sur la question, palestinienne. C'est pas le cas de ceux qui le font de façon cynique et de façon instrumentale. Donc Rima Hassan fait sa conférence, et là on a quand même 3 personnes qui sont soit attachées parlementaires, soit dans l'équipe, de Raphaël Arnaud, donc payées par nous, qui ne sont ni à Paris pour faire du travail, législatif, un jeudi, hein, ni à Avignon, parce que c'est les 2 seuls endroits où peuvent être, des assistants parlementaires. C'est-à-dire soit dans dans la dans leur, circonscription d'origine, soit à l'assemblée pour bosser. Non, qui sont en train de s'amuser à organiser des batailles de rue avec des antifas, où ils vont se retrouver face contre face, avec, toutes les discussions qu'il y a pu avoir pour essayer d'enterrer le scandale et essayer tous les mensonges qui ont été, émis notamment par, et qui m'ont beaucoup déçu de la part de la France insoumise pour essayer de couvrir la chose et la légitimer. Et des images qui sont accablantes, où on voit, notamment ce coup, que l'on suppose fatal, vraiment fracasser à terre,
quelqu'un qui est déjà soit inconscient, soit dans l'incapacité de se défendre, avec des coups portés à la tête, avec une sorte de pulsion de violence, qui est le fruit de ces discours d'excitation pseudo-révolutionnaire, de la part, de cette personne qui, pardonnez-moi pour le coup, devrait se regarder dans la glace et de se dire: «Mais qu'est-ce que je suis en train d'enfanter, en fait? Du haut de mes 75 ans, de la légitimité, de la sagesse que je devrais avoir, qu'est-ce que je suis en comment est-ce que je suis en train de pousser ces gamins à se détruire entre eux?» Et comble de l'ironie, à amener à la mort d'un gamin d'origine étrangère, heu, d'origine péruvienne, Mmh. heu, qu'on va ensuite, tenter de légitimer en déterrant, des tweets avec Mediapart, dont certains sont siens, certains ne sont pas, qui font des mauvaises blagues sur Hitler, insupportables, tout ce que vous voulez, et cetera. Mais comme si tout cela, en fait, justifiait ou équivalait ou rendait ou pouvait être mis en équivalence de l'acte de la pulsion de meurtre qui s'est abattue sur lui. Et là, donc vous avez une ça c'est la première faute. Mais je ne suis pas celui qui jette la 1re pierre. On a pu enflammer quelque chose, croire à une dialectisation pour des raisons X ou Y. Et là, il est très facile de désengager, de dire: «Bon OK, en fait, on a créé une confusion». Parce que mon propos n'est même pas critique, des groupes antifa. Mon propos est critique de la fusion d'une force de gouvernement, avec toute la puissance qu'elle peut avoir et sa volonté d'institutionnaliser et cetera, et d'une force qui n'a théoriquement, dans son fondement même, rien à faire avec une force de gouvernement, ni même avec des dynamiques électorales. Qu'est-ce que des antifas viennent faire Complètement, ouais. dans un dans un dans une institution politique, un parti politique, social-démocrate, qui ne vise à rien? Et où est la confusion mentale mutuelle qui font qu'à un moment donné, ils pensent qu'ils sont sur le même agenda et que en fait, ça aurait un sens de mourir heu, pour tout cela. Parce qu'il y a la mort, de Quentin Derenque, il y a aussi la mort, heu, des personnes qui sont arrêtées et qui sortiront peut-être que dans 15 ou 20 ans, alors que c'est des gamins de 23, Mmh. 24, 25 ans. Donc là, il y a une responsabilité politique et morale dans celui qui a incité, alimenté à cette montée, heu, de violence. Il y a la responsabilité morale des débiles, pardonnez-moi, de Némésis, OK, mais ça, c'est tellement évident qu'il y a même pas besoin de l'énoncer. Et là, il y a l'outrance, il y a le mensonge, il y a, peut-être dans le contexte électoral des municipales, il fallait tenir quoi qu'il arrive, la citadelle, nin nin et donc on surenchérit. Au lieu de se détacher, de dire: «OK, en fait, cette confusion ne doit pas intervenir, on est une force de gouvernement et il y a» sauf que c'est le suicide de la gauche. Vous faites ça et vous n'êtes plus entendu que par une marge de la société française. Le reste de la société française ne voit pas comment on peut légitimer le fait de, pardonnez-moi, je vais être vulgaire, de crever un gamin à coups de pied, par terre, inconscient. Vous voyez? Et le reste de la France a vu ces images. Et là, on rentre dans une dynamique qui est dévastatrice et ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Le RN a fait son aggiornamento avec la violence politique, a fait son aggiornamento avec, toutes ces figures du GUD. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait, facticement? Est-ce que mais ils ont accepté de jouer le jeu institutionnel et de refuser cette réinsertion dans ces dynamiques, délétères qui sont vraiment pénalisantes, d'un point de vue symbolique et réel. Et donc le simple fait d'exprimer cette critique-là qui est quand même enfin, je veux dire, c'est quand même relativement du bon sens. En plus, j'ai vraiment pris le temps de tout regarder en détail, de pas Mmh. raconter n'importe quoi, m'a valu, une désolidarisation très importante d'un camp insoumis qui se croit puissant parce qu'il est grégaire, et parce qu'il il se renforce, il s'auto-nourrit, sur les réseaux sociaux, mais qui en réalité, ce faisant, se détache du reste de la société française. Et quiconque alimente des violences horizontales ne finit que par alimenter le système qu'il prétend combattre. C'est des séquences qui ne le renforcent en rien et qui en fait enfin dont nos classes dominantes se gargarisent. Ils adorent. Mmh. Ils adorent parce qu'ils nous voient nous autodétruire. Donc en fait, on leur sert la soupe en faisant ça et en attendant, ils continuent leur poursuite de destruction de la société française et éventuellement notre chemin vers la guerre. Et donc je suis à la fois triste et en même temps, si j'avais, émis cet avertissement lors de notre dernier entretien, c'était justement parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'inéluctable qui était en train de s'installer. Mais je ne m'étais pas attendu à ce que la France insoumise tombe dans ce piège, vaniteux en fait et rentre dans cette dynamique-là et ne soit pas capable d'une quelconque forme d'autocritique à l'égard de ce qu'ils avaient généré. Et ce rapport justement à la violence dont vous parliez, Sarah Knafo qui est la personne
que je considère comme étant la plus opposée à mon égard d'un point de vue idéologique et elle a tout compris en faisant des sourires à la caméra, des petites vidéos sympathiques et cetera. Elle a compris qu'il y a un besoin au contraire de réconfort au sein de la société française et elle est en train de l'emporter. Enfin, ils sont en train de l'emporter parce qu'en face il y a une dynamique, oui, c'est ça, de violence symbolique. Oui, enfin, il y a pas de milices, qui sont distribuées dans la France entière de gauchistes. Enfin, si votre public le croit, c'est il s'est laissé, il s'est laissé propagandiser. Mais de la même façon que le grand danger aujourd'hui pour la France n'est pas, l'extrême droite, qui vient et il faut qu'on arrive en fait à s'extraire de ces dialectiques, stupides et qu'on retrouve des confrontations qui portent sur le fond.